La petite table, l'âne et le bâton. Il était une fois un vieux tailleur qui avait 3 fils. Ils habitaient un petit village très pauvre. Et le tailleur ne faisait guère fortune, car les villageois n'étaient pas suffisamment riches pour s'acheter des vêtements. Un jour, le tailleur dit à son fils aîné qu'il n'avait plus assez d'argent pour continuer à l'entretenir. Il fallait qu'il aille à la ville apprendre un métier. Lorsqu'ils apprirent la nouvelle, ses frères furent très tristes. Mais le jeune homme partit dès le lendemain. Il emporta un sac plein d'outils, car il souhaitait devenir ébéniste. Le menuisier de la ville accepta de le prendre comme apprenti. Le garçon travailla de son mieux, et après quelques années, son maître n'eut plus rien à lui enseigner. Le jeune homme lui déclara qu'il voulait découvrir le monde. L'ébéniste comprit son désir, et pour le remercier de ses bons services, il offrit à son apprenti une petite table. « On dirait une table ordinaire, » expliqua-t-il, « mais il n'en est rien. Si tu lui dis « Petite table, couvre-toi », une belle nappe blanche, une assiette, un couvert et des plats remplis de mets succulents apparaîtront immédiatement. » Le jeune homme remercia vivement son maître et partit. Il voyagea pendant de longues années. De temps en temps, il travaillait, mais il ne jugeait pas cette occupation vraiment nécessaire. Grâce à sa petite table magique, il n'avait jamais faim. Un jour, il décida d'aller rendre visite à son père. En chemin, il s'arrêta dans une auberge et demanda une chambre. « Certainement, » lui répondit l'aubergiste empressé. « Désirez-vous également manger ?»« Non, merci, » répondit le garçon. L'aubergiste trouva cette réponse étrange, mais il ne dit mot et conduisit son client à sa chambre. Dès qu'il eut refermé la porte, il regarda cependant par le trou de la serrure. Il vit ainsi le jeune homme placer une table devant lui et l'entendit murmurer « Petite table, couvre-toi ». L'aubergiste faillit choir à la renverse lorsqu'il vit apparaître des plats sur la table dressée. « marmonna-t-il, j'aimerais avoir une table comme celle-là. » Et la nuit, il monta doucement les escaliers qui menaient à la chambre. Il risqua de nouveau un coup d'œil par le trou de la serrure et, constatant que son client dormait, il ouvrit la porte sans bruit. Sur la pointe des pieds, il alla échanger la table magique contre une table tout ordinaire. Le lendemain, le jeune homme quitta l'auberge très tôt et, vers la fin de la journée, il arriva chez son père. « As-tu appris un métier, gamin ?» lui demanda le vieux tailleur. « Oui, père, » répondit le fils aîné. « Je suis ébéniste et je t'ai même apporté un cadeau. » Et il donna fièrement la petite table à son père. « Est-ce là tout ce que tu as fait ?» dit le père. « C'est là une table en bois tout à fait ordinaire. »« Non, père, » expliqua le fils, « c'est une table extraordinaire. » Il posa la table par terre et dit « Petite table, couvre-toi. » Mais il ne se passa rien. Le père du garçon, furieux, crut à une blague, et ses frères se moquèrent de lui. Le lendemain, ce fut au tour du deuxième fils de partir apprendre un métier. Après quelques jours de voyage, il arriva devant un moulin et pria le meunier de bien vouloir assurer son apprentissage. « Si tu es courageux, tu seras le bienvenu, » répondit le meunier. Le jeune homme travailla dur et, après quelques années, le meunier n'eut plus rien à lui apprendre. Un jour, le garçon annonça à son patron qu'il allait le quitter. Pour le remercier de ses bons et loyaux services, le meunier lui offrit un âne. « Cet âne a l'air tout ordinaire, » lui expliqua-t-il, « mais si tu places un chapeau ou n'importe quoi d'autre sous son nez en disant « Âne, étire-toi », des pièces d'or sortiront de son nez. » Le jeune homme remercia fort le meunier et se mit en route.
Il voyagea beaucoup, sans plus avoir besoin de travailler, puisque l'âne lui fournissait tout l'or dont il avait besoin, et même davantage. Un beau matin, le garçon décida de rentrer chez son père. En chemin, il s'arrêta dans une auberge, la même que celle dans laquelle son frère s'était fait dérober la table précédemment. L'aubergiste voulut mettre son âne à l'abri, mais le jeune homme s'interposa. « Non, je préfère m'en occuper moi-même. » L'aubergiste, trouvant cette réaction étrange, suivit son client jusqu'à la porte de l'écurie. Puis, il l'épia à travers une fente. Il vit alors le jeune homme placer son chapeau sous le nez de l'âne et il l'entendit murmurer « Âne, étire-toi !» L'aubergiste faillit tomber à la renverse en voyant les pièces d'or sortir du nez de l'animal, et quand le jeune homme fut monté dans sa chambre, il s'empressa d'échanger l'âne magique contre un autre tout ordinaire. Le lendemain matin, le jeune garçon quitta l'auberge de bonne heure et il arriva le soir chez son père. « As-tu appris un métier, fiston ?» demanda tout de suite ce dernier. « Oui, père, » répondit le fils, « je suis meunier et j'ai un cadeau pour vous. »« Est-ce là tout ?» s'étonna le père en voyant l'âne. « Attendez !» lui déclara le jeune meunier, et il prononça la formule magique. « Âne, étire-toi !» Mais aucune pièce d'or n'apparut. Furieux, le père se dit que son deuxième fils lui avait à son tour fait une blague, et ses frères se moquèrent de lui. Le lendemain, ce fut au tour du fils cadet de quitter la maison pour apprendre un métier. Arrivé dans la grande ville, le garçon demanda à un charpentier la permission de travailler avec lui, ce que l'homme accepta volontiers. Un jour, après avoir travaillé fort dur pendant plusieurs années, le jeune garçon se rendit compte qu'il n'avait plus rien à apprendre de son maître, et il lui annonça qu'il allait le quitter. Le charpentier, satisfait de son apprenti, offrit à celui-ci un sac de jute contenant un bâton. « Je pourrais peut-être utiliser ce sac, » lui dit le garçon, « mais que vais-je faire du bâton ?»« Ce sac et ce bâton sont tout à fait extraordinaires, » lui répliqua le charpentier. « Si quelqu'un te veut du mal, il te suffira de dire « Bâton, sors du sac !» et le bâton sautera hors de sa cachette pour lui donner des coups. Le jeune homme remercia fort le charpentier et s'en alla. Il voyagea longtemps, sans craindre les bandits, puisque le bâton se chargeait de le protéger. Un jour, le cadet décida, à son tour, de rentrer chez son père, et en chemin, il s'arrêta dans la même auberge que ses deux frères. Mais le cadet était bien plus futé que ces derniers. Il se dit « D'après moi, c'est cet aubergiste qui a volé mes frères. » Et lorsque le patron de l'auberge lui demanda ce que contenait son sac, il répondit d'un air très mystérieux « Quelque chose de pas ordinaire. » Quand le garçon eut fini de dîner, il monta dans sa chambre. Il plaça le sac et le bâton sous son oreiller et fit semblant de dormir. Mais l'aubergiste mourait d'envie de connaître le contenu du sac. Il grimpa doucement jusqu'à la chambre de son client et jeta un coup d'œil par le trou de la serrure. Le garçon dormait, le sac dissimulé sous sa tête. L'homme, alors, entra sur la pointe des pieds et essaya de tirer discrètement l'objet. Brusquement, le jeune homme se dressa dans son lit en criant « Bâton, sors du sac !» Le bâton s'exécuta et se mit à frapper le voleur. « Arrêtez !» cria l'aubergiste. « Il ne s'arrêtera que si tu me rends la table et l'âne de mes frères, » répliqua le garçon. « Je sais que c'est toi le voleur. »« Je te rendrai tout !» hurla derechef l'aubergiste. « Mais ordonne à ce bâton de cesser de m'assommer !» Le jeune homme commanda alors tranquillement « Bâton, dans le sac !» Et, après un dernier coup, l'objet magique obéit docilement. Le lendemain, le cadet rentra à dos d'âne chez son père, avec la table et le bâton. « Et toi, as-tu appris un bon métier ?»
lui demanda aussitôt le vieux tailleur. « Oui, père, répondit le jeune garçon. Je suis charpentier et je vous ai apporté un cadeau. » Et il tendit à son père le sac avec le bâton. « Que dois-je en faire ?» s'étonna le père. « Ce n'est pas un bâton comme les autres, » expliqua le cadet. « Si quelqu'un vous ennuie, il suffit de demander à ce bâton de le frapper. Et c'est grâce à lui qu'un aubergiste malhonnête m'a rendu les cadeaux que mes frères voulaient vous apporter. » Le cadet rendit ensuite l'âne magique à son frère aîné. Ce dernier commanda « Âne, étire-toi » et quantité de pièces d'or roulèrent sur le sol. « Je mangerai bien quelque chose à présent, » dit alors le cadet en tendant la table au premier frère, qui la posa au milieu de la pièce en disant « Petite table, couvre-toi » Et quelques instants plus tard, le vieux tailleur et ses fils dégustaient des tas de bonnes choses. Grâce à ce cadeau, ils n'eurent plus jamais faim et l'âne leur permit de ne plus jamais manquer d'argent. Et dès qu'un intrus pénétrait dans la cour de leur maison avec de mauvaises intentions, ils se faisaient rudement chasser à coups de bâton. Satie, le petit satellite, et le major Vlan. Satie, le petit satellite, habitait sur la station spatiale Mini-Beta. Tous les jours, il allait faire sa ronde dans l'espace pour vérifier que tout allait bien. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à partir, il remarqua qu'un gros vaisseau spatial venait d'atterrir. Tous les robots de Mini-Beta l'entouraient et écoutaient avec attention le récit de ses innombrables et prodigieux exploits. « Je suis imbattable !» répétait-il à l'envi. « Qui est-ce » demanda Satie à son ami Vessi, le vieil engin spatial à la retraite. « C'est le major Vlan » répondit Vessi. « Il est très célèbre. »« C'est possible, » dit Satie, « mais il m'a l'air d'un vantard. » Le major Vlan aperçut alors Vessi. « Quelle antiquité !» s'exclama-t-il. « On pourrait en faire un aspirateur, au moins il servirait à quelque chose. » Vessi, blessé, préféra s'en aller sans répondre. Lorsque Satie rentra ce soir-là, il aperçut de nouveau le major Vlan. L'inconscient volait aux alentours d'un trou noir, un endroit très dangereux de l'espace, sans se soucier des panneaux d'avertissement. Satie se dirigea vers le major et lui dit « Vous volez trop près d'un trou noir, major Vlan, c'est très imprudent !»« De quoi te mêles-tu » s'exclama le major. « Je suis un vaisseau de combat célèbre, et toi, tu n'es qu'une petite boîte à sardines volante. »« Mais vous pourriez être aspiré par le trou noir, » protesta encore Satie. Têtu, le major Vlan fit la sourde oreille, et il poursuivit son vol tout en se rapprochant du trou noir. Tout au fond vivaient d'horribles créatures de l'espace qui attiraient à elles les vaisseaux avec un gros aimant. Lentement, irrésistiblement, le major Vlan se sentit aspiré. « À l'aide! Au secours !» hurla-t-il. « Viens vite m'aider, mon petit satellite !» Les créatures de l'espace, affamées, se mirent à grignoter le major. « C'est délicieux !» déclarèrent-elles. Par chance, Satie avait tout vu. Il brancha son émetteur et lança « Satie, appelle Robbie ordinateur !» Ce dernier vivait également sur Mini-Beta. Satie lui expliqua que le major Vlan était en danger. « Les monstres ont même commencé à le dévorer. Il faut intervenir. »« Bon, je t'envoie immédiatement de l'aide, Satie, » assura Robbie ordinateur. Quelques minutes plus tard, Vessi arrivait. Satie accrocha une corde au vieux vaisseau et lança l'autre extrémité au major, qui l'attrapa entre ses dents. Vessi commença à tirer de toutes ses forces. Lentement, très lentement, le major parvint à s'extraire du trou noir. Mais il était en piteux état. « Oh non !» gémit-il. « Ces affreuses créatures ont dévoré mes canons !» De retour à la station, Vessi raconta comment il avait sauvé le fameux héros. C'était lui la vedette maintenant. Quant au major Vlan, il avait compris la leçon. La sorcière est cervelée.
Rita, la sorcière, feuilletait son grimoire, étendue dans l'herbe au bord de l'eau. Tina, sa fidèle amie, lui avait fait remarquer qu'il était grand temps qu'elle apprenne quelques nouveaux tours de magie. Mais Rita n'avait guère envie de travailler. Il faisait bien trop beau. Comment changer une grenouille en prince? Lut-elle à haute voix. Oh, que j'ai sommeil. Prenez 3 cuillerées à soupe de rayons de lune. Ouf, qu'il fait chaud. Versez-les dans une tasse de jus de réglisse tout en remuant. Mais elle interrompit brusquement sa lecture. Zut, je n'ai pas envie d'étudier. Rita se coucha dans l'herbe et se mit à contempler les nuages. Cela paraît bien agréable d'être un nuage, se dit-elle. Il suffit de se laisser emporter par le vent. À cette idée, Rita s'assit et cria « Voilà ce qu'il me faut, apprendre à flotter !» Et elle feuilleta son gros livre. « Ça y est, j'ai trouvé ! Comment se transformer en nuage ? Voyons, lisons. Bon, la formule est la suivante. Remue-ménage et remuage, page sage et verbiage, de moi fais un beau nuage. » La sorcière s'efforça de répéter les paroles magiques. Aussitôt, elle se retrouva dans le ciel et elle se mit à avancer très lentement comme un vrai nuage. « Formidable !» s'écria Rita. « Oh, si seulement Tina pouvait me voir !» Elle survola ainsi les vertes prairies qui longeaient la rivière. Quelques promeneurs qui passaient par là s'exclamèrent « Avez-vous vu ce drôle de nuage noir ?» Hélas, au même moment, Rita retomba comme une pierre dans l'eau. En fait, elle n'avait pas utilisé la formule exacte. Au lieu de page, elle avait dit nage. Péniblement, elle remonta sur la rive. « Pourquoi donc n'apprends-tu pas à nager ?» lui demanda une grenouille. « Je ne veux pas apprendre à nager, » protesta Rita. « Je veux flotter. Laisse-moi réfléchir. À part les nuages, qu'est-ce qui flotte ? Oh, je sais, un bateau. » Et elle consulta une fois de plus son fameux grimoire. « J'ai trouvé. Il faut que je dise riolet et gros gâteau, cadeau, jet d'eau, saute ruisseau, apporte-moi donc un bateau. » Sur l'eau, non loin de la rive, un petit bateau brusquement apparut. Rita sauta dedans et s'étendit voluptueusement dans le fond. Puis, elle se laissa emporter par le courant. « Merveilleux !» s'exclama-t-elle. « C'est encore plus gai que de flotter dans le ciel. » Mais soudain, elle sentit que ses pieds devenaient tout froids et humides. En se redressant, elle découvrit que la barque se remplissait d'eau. De nouveau, elle avait estropié la formule magique. En effet, elle avait prononcé radeau au lieu de dire cadeau. L'écervelée essaya d'écoper avec son chapeau. Mais plus elle rejetait de l'eau, plus le bateau se remplissait vite. Celui-ci finit par couler lentement et Rita se retrouva une fois encore dans l'eau. La grenouille, qui avait tout vu, aida la sorcière à sortir. « Pourquoi donc n'apprends-tu pas à flotter sur l'eau comme moi ?» lui demanda-t-elle. « Je voudrais bien, répondit Rita. Mais cela me semble bien difficile. »« Pas du tout, au contraire, affirma la grenouille. Essayons. » Il ne fallut guère de temps à Rita pour réussir à flotter sur le dos. « Génial !» s'exclama la sorcière ravie. « C'est bien plus drôle que d'annoncer par cœur des formules magiques. » Et fermant les yeux, elle se laissa glisser au fil de l'eau, abandonnant son grimoire sur la rive. Car Rita, l'écervelée, avait du moins appris une chose. Elle ne serait jamais une bonne sorcière. Le pique-nique des tortues. Il était une fois 3 garçons tortues qui s'appelaient Jean, Jacques et Jules. Un jour, ils décidèrent d'organiser un pique-nique à 3.
Ils iraient dans le bois qui s'étendait très loin, au bout du chemin. Ils se mirent fiévreusement à tout préparer. Ils emporteraient des pommes, des tomates, de la salade, des tartines et une bouteille de limonade. Comme les tortues ne sont pas rapides, il leur fallut 3 mois pour tout ranger dans leur panier. Enfin, ils partirent. Ils marchèrent encore. Après 6 mois, ils avaient parcouru à peu près la moitié de la distance prévue. Après s'être un peu reposés, ils se remirent en route et mirent 6 autres mois pour atteindre le lieu du pique-nique. Là, ils déballèrent tout, posèrent une belle nappe sur le sol et y disposèrent leurs nombreuses provisions. C'est alors qu'ils remarquèrent qu'ils avaient oublié l'ouvre-bouteille. Jean, Jacques et Jules se regardèrent l'un l'autre. « Il va falloir que quelqu'un aille chercher un décapsuleur, » dit Jean. « Je m'occuperai bien tout seul des tartines et des tomates, » décida Jacques. « C'est bon, j'irai, » soupira Jules. Mais il n'avait pas confiance en ses deux copains. Ils allaient sûrement tout manger en son absence. Il déclara « J'en ai pour un bon bout de temps, je ferai le plus vite possible, mais il faut que vous me juriez de ne pas commencer à manger avant mon retour. » « D'accord, » promirent Jean et Jacques. « D'ailleurs, si nous voulons manger, il nous faudra boire en même temps. » Et Jules partit. Ses deux camarades le regardèrent s'éloigner, puis disparaître derrière un buisson. Jean et Jacques attendirent encore. Une année tout entière passa et ils commencèrent à sentir la faim. Mais ils avaient promis de ne rien manger. Une autre année s'écoula et bientôt, ils n'y tinrent plus. « Ne crois-tu pas que nous pourrions manger une tartine ?» demanda Jacques. « Jules va arriver d'un moment à l'autre. »« Oui, je pense que nous le pourrions, » assura Jean. Ils prirent chacun une tartine, mais juste comme ils s'apprêtaient à la mettre en bouche, Jules apparut et s'écria « Je savais que vous alliez manger sans moi. Heureusement que je me suis caché tout ce temps derrière un buisson pour voir si vous teniez bien votre promesse. » Charlie, l'enchanteur enchanté. Charlie l'enchanteur se rendait tous les jours sur la place du marché. En arrivant, il agitait une clochette et annonçait « Je vais vous faire une petite démonstration de mes talents, car je suis jongleur, funambule et avaleur de sabre, et je patine tout en jouant de la trompette. Approchez, le spectacle va commencer !» Tout d'abord, perché sur un ballon, Charlie jonglait avec 7 œufs. Ensuite, il marchait sur un fil, une carafe de limonade posée sur le nez. Une fois par semaine, il exécutait un numéro très spécial. Il avalait un sabre. Et chaque fois, pour terminer, il jouait un petit air de trompette tout en patinant. Les gens adoraient Charlie. Ils applaudissaient en jetant des pièces de monnaie, tandis que l'artiste leur faisait un profond salut. Après le spectacle, Charlie rentrait chez lui. Il vivait tout seul. Le soir, devant sa table, il soupirait. « Tout le monde vient admirer mes tours, mais personne ne vient jamais me rendre visite ou manger avec moi. » Un jour, la princesse Myrza se trouvait sur la place. Elle adora le spectacle de Charlie. Quand celui-ci eut terminé, elle alla vivement lui serrer la main en disant « Vous êtes très courageux. J'ai vraiment apprécié votre représentation. » Le soir, pour la première fois, Charlie se sentit bien chez lui. Comme la princesse était jolie et gentille, songeait-il, tout en espérant qu'elle serait encore là le jour suivant. Mais il ne la trouva plus parmi la foule. Cependant, le lendemain, un messager du palais se rendit au marché et remit une lettre à Charlie.
La princesse Mirza le priait de bien vouloir le soir même se produire au cours d'un bal organisé à la cour. Charlie était fou de joie. Après quelques danses, le roi annonça sur fond de trompette « Et maintenant, voici Charlie l'enchanteur ». Charlie jongla, puis dansa sur un fil et réalisa un tour particulièrement difficile. Il avala du feu. La princesse était ravie. Le roi remercia l'enchanteur et la fête se poursuivit. Tard dans la soirée, le monarque déclara « Le jeune homme qui pourra porter cette bague magique plus de 5 minutes épousera ma fille. » La princesse observa anxieusement ses prétendants, mais aucun d'eux ne réussit à garder la bague plus de 10 secondes. Dès qu'ils la passaient à leurs doigts, celle-ci devenait toute brûlante et ils l'arrachaient aussitôt. Le dernier la lança même tellement haut qu'elle resta accrochée au lustre. « Je vais aller la chercher » décida Charlie. Il fit un bond de géant, attrapa la bague et la passa promptement à son doigt. Et la bague ne le brûla pas. Le roi proclama alors « Charlie a pu garder la bague plus de 5 minutes à son doigt. Il épousera donc ma fille. » Tous les invités applaudirent les fiancés. Et la princesse Mirza embrassa Charlie en murmurant « Nous ne nous quitterons plus jamais. » Ils se marièrent dès le lendemain et Charlie apprit à son épouse tous ses tours. Une fois par semaine, ils donnaient ensemble une représentation au palais du roi devant un public enthousiaste. Les instruments avaient pris froid. Au beau milieu d'une grande ville se dressait un bâtiment de forme circulaire. C'était la salle de concert. Elle était illuminée par de magnifiques lustres en cristal. Et elle contenait au moins 1000 fauteuils recouverts de velours rouge pour le public. Tous les soirs, un orchestre célèbre venait s'y produire. Quelquefois, il interprétait de la musique gaie et très entraînante, parfois même de la musique pop. Mais en général, le public venait écouter des œuvres classiques. Tous les musiciens travaillaient dans l'orchestre depuis leur plus jeune âge. À présent, ils avaient les cheveux gris. Mais ils jouaient toujours aussi bien. Tous les soirs, après le concert, les artistes rangeaient leurs accessoires dans un grand placard. Il y faisait noir comme dans un four et les braves instruments s'y tenaient bien tranquilles. Seul le basson ronflait un peu et la flûte parlait de temps en temps dans son sommeil. Mais une nuit, une tempête se leva et juste après minuit, les instruments furent éveillés par des cliquetis, des tintements et des coups sourds. « Oh, il y a un autre orchestre dans la salle !» s'exclama le tambour. « J'entends une autre flûte !» s'écria la flûte. « Je m'en vais voir !» déclara la grosse caisse. Elle se laissa tomber contre la porte de l'armoire et celle-ci s'ouvrit à grand fracas. Le tambourin roula dans la pièce jusqu'à l'interrupteur et il fit jaillir la lumière. Les instruments regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent pas le moindre orchestre. Par contre, 1000 gouttes de pluie tambourinaient aux fenêtres et les vitres vibraient. Le vent, traversant les fissures du toit, faisait teinter les lustres en cristal. Et la grande porte de la salle de concert, mal fermée, claquait sinistrement. Il faisait glacial dans la salle, car le chauffage était coupé et une des lucarnes était restée ouverte. Les instruments, tout frissonnants, se hâtèrent de regagner leur abri. Mais ils ne parvinrent pas à refermer la porte convenablement. Le soir suivant, la salle était archi-comble. Le chef d'orchestre demanda au premier violon « Qu'allons-nous jouer ce soir ?»« Du classique », répondit le musicien. Le chef frappa quelques petits coups de baguette sur le pupitre et le silence se fit dans le public. « Nous interpréterons la 5e symphonie de Beethoven », annonça-t-il. Hélas, quand les pauvres musiciens voulurent entamer le morceau, il ne se passa rien, pas le moindre son. Le premier violon se mit à gémir, le trombone à coulisses émit quelques notes rauques,
La clarinette poussa un long soupir, puis, soudain, éternua. Les musiciens, affreusement ennuyés, gonflèrent leurs joues ou pincèrent les cordes plus fort. Mais rien n'y fit. Les instruments gémissaient et toussaient. Ils avaient attrapé froid. Tous les gens sortirent de la salle en fulminant. Le chef d'orchestre tenta de les apaiser et promit de les rembourser. J'avais bien senti que ma trompette était froide, commenta un des musiciens. Les cordes de mon violoncelle sont trempées, annonça le violoncelliste. Il a sûrement plu à l'intérieur cette nuit, dit le flûtiste. Quand le chef d'orchestre revint, il les rassura. Ne vous en faites pas, je trouverai bien une solution. Rentrez chez vous. Les pauvres instruments passèrent une fort mauvaise nuit. Oh, que vont-ils faire de nous ? Murmurait la flûte traversière. Ils vont peut-être aller acheter de nouveaux instruments, s'inquiétait le violoncelle. Le lendemain, le soleil brillait. Les musiciens enveloppèrent chaudement leurs instruments dans des couvertures et montèrent dans un bus. Les instruments de musique n'étaient encore jamais sortis. Ils regardaient autour d'eux avec inquiétude. « Ils vont certainement nous vendre !» pleura le violoncelle. « Ou nous jeter dans un dépotoir !» sanglota le trombone à coulisses. « Ou nous brûler !» s'affola un violon. « Ou bien nous enterrer !» bégaya le tuba. Soudain, le chef d'orchestre dit au chauffeur du bus « Arrêtez-vous ici !» Ils étaient au milieu d'un parc. Une foule de gens, assis sur des sièges pliants ou allongés dans l'herbe, profitaient du soleil. Chaque musicien prit une chaise après avoir récupéré son instrument. Petit à petit, les pauvres enrhumés se réchauffèrent et bientôt, ils se sentirent beaucoup mieux. Le chef d'orchestre fit un large signe avec sa baguette et cria « Mesdames, messieurs, nous allons vous offrir un concert gratuit !» Les musiciens commencèrent à jouer. Quelques instants plus tard, un joyeux air de danse retentit et le public, enchanté, réclama de nombreux « bis !» Depuis ce beau jour, chaque fois que le soleil brille, les musiciens vont jouer au parc. Oncle Paul. Oncle Paul est un joyeux drille qui se déchaîne pour ses chats. Dès qu'ils sont là, il s'émoustille et multiplie les entrechats. Sur son piano, il se démène, la main agile, le regard clair. À vrai dire, c'est un phénomène. Il joue toujours les pieds en l'air. Les matous l'écoutent, ravis, battant la mesure en cadence. Et pendant ce temps, les souris, en riant, font la révérence.